Est-ce qu'aujourd'hui... Il y a des quartiers, vous rentrez dans le quartier, vous ne pouvez plus en sortir. Ouais, effectivement. Expliquez-moi comment c'est possible. Les gadéries, c'est pas les gadéries, c'est le promoteur. Il y a eu une idée folle, là, au-dessus de la montagne. Là. Il devait faire un centre d'animation fabuleux. À Galande. Oui. Pourquoi on bloque ce bonhomme? Pour une zone sismique? Mais c'est du bluff, la zone sismique. Alors, qui êtes-vous, monsieur Coco Pulizzi? Bonne question. Sincèrement, je ne sais pas. Hein. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une vie complètement affolante. Je l'ai vécue. Ma vie, je l'ai vécue. Hein. Et vous l'avez vécu pleinement? Pleinement. Je l'ai vécu pleinement. Mon meilleur ami, je peux le dire, puisque vous m'avez dit de tout dire. Mon meilleur ami, ça a été le prince Moulay Abdallah al-Arham. C'était mon meilleur ami de jeunesse. On s'est pratiquement quittés, mais on se voyait aux anniversaires des enfants, tout ça, mais on s'est quittés en 62. Mais de son arrivée à 62, on ne s'est pas quittés. Je roulais même avec sa voiture qu'il m'a offert, un petit peu, Jaguar. Hein. Donc j'ai vécu une vie de rêve, quoi, une jeunesse de rêve. Donc vous êtes né à Rabat? Oui. En quelle année? 41. 1941. Né, mort. Mort-né. Baptisé mort. Mon vrai nom, c'est Beato Salvatore. Béni Sauveur. Mon frère m'a enroulé dans un chiffon de farine américaine, attaché avec une ficelle, il m'a emmené au cimetière. Devant la porte du cimetière, j'ai bougé. Il a failli me lâcher. Il a eu peur, il a failli me lâcher. Il a ouvert, j'étais plein de farine, parce qu'il en restait dans le sac, certainement. Il m'a ramené en dansant, il était fou de joie. Quand je suis revenu du cimetière, ma sœur n'était pas contente parce qu'elle voulait m'appeler Claude. Elle n'a pas pu m'appeler Claude, elle a dit je l'appellerai Coco. Voilà. Eh ben c'est incroyable. Dans la même heure, j'ai été baptisé 2 fois, quoi. Et depuis quand vivez-vous à Agadir? Depuis 70. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous installer à Agadir? C'était la mort de mon père, en fait, et des histoires de famille. Je préfère pas en parler. Des histoires de famille, d'entreprise, familiale, de gros argent, voilà. Et votre père, il était dans quelle activité? Bâtiment, constructeur. Donc on avait la plus grosse société au Maroc à l'époque, quoi, de bâtiments. Wow. Non, là c'est 9000 pierres. 9000 pierres. 9000 pierres pour faire... Pour 1 mètre carré. 1 mètre carré. Et ça demande combien de temps de travail? À 2, ils font 1 mois et demi, 2 mois, ils font le plateau. 2 mois de plateau. Et tout ça, c'est votre œuvre. Dans ma tête, c'était 29 prises de vue en restant sur place, en tournant. Pouvoir faire 29 prises de vue valables. Pour conceptualiser cette médina. Dans mon esprit, dans votre esprit. Ça. Donc avant tout, tout ce qu'on va voir là dans le passage, tout ce petit village, ça a été conceptualisé avant dans votre tête. Bien sûr. En 29... Il suffit de tourner, on peut prendre 28 poses de photos. C'est incroyable.
Ça, c'est des murs de pierre qui sont d'abord construits et sculptés après. C'est-à-dire, on monte le brut et on sculpte après. C'est pour ça qu'il y a une perfection dans la sculpture. Vous êtes venu à Agadir dans les années 70, vous m'avez dit. 70. Pourquoi? Et donc c'était une étape, vous êtes arrêté ici parce que vous m'avez dit que vous avez eu des soucis avec votre famille, donc c'était une sorte d'exil. Oui, je me suis exilé seul. Seul, vous êtes venu seul. Et comment vous avez trouvé cette ville d'Agadir? J'ai trouvé la ville d'Agadir, de toute façon, parce qu'à Agadir, en 1970, il ne fallait pas parler d'Agadir à personne. À Rabat, il ne fallait pas en parler. Parce que c'était où le bon Dieu avait perdu ses babouches. Hein? Et il fallait, c'était trop loin, c'était Agadir, on n'en voulait pas. On n'en voulait pas. Personne. Et j'ai tout découvert, moi, en 70, en arrivant. L'État offrait les terrains pour faire les hôtels et tout ça, on offrait tout. Mais c'était l'Eldorado. Vous savez, Agadir existe grâce à Haji Yahya bin Eddar, je vous donne son nom, le patron de Sango. Oui, c'est le Sango. je pense. C'est ça? Oui. Haji Yahya, j'ai travaillé pour, c'est moi qui ai fini ces hôtels. J'ai fini le Sud-Baya, j'ai fini le Sango. Ça a été ourdé au mortier de ciment. Mais dans toute la région d'Argana, tous ces villages-là, ils construisent comme ça des immeubles de 4-5 étages, sans ciment, que des petites pierres, les unes sur les autres. Mais les murs font 70-80 d'épaisseur. Mais il n'y a pas de liant. Ok, parfait. Et là, vous avez un artisan qui travaille ici? Un artisan qui travaille. Venez vous présenter. Il est avec vous dès le départ? Dès le début. Bonjour monsieur. Monsieur, comment ça va? مساء عليك كل شيء بخير صافا الحمد لله الله يبارك الله السلام عليكم السلام بخير مرحبا مرحبا بكم بخير مساء عليكم. Donc monsieur, c'est un cordonnier. Oui. Et vous fabriquez des babouches. Des babouches. Babouches berbères. Avec les matières premières, toujours. Toujours les pas. Par exemple, les babouches comme ça. Oui. Je les fais avec 3 pots différents. 3 pots différents. Ça, c'est le deuxième, c'est coco policy. Oui. D'accord. Ça, c'est le pot de chèvre. D'accord, au tige. Dedans, on met le pot de mouton, parce que le pot de mouton est doux. D'accord. Oui. La semelle ici, c'est un pot de dromadaire. Parfait. Et la couture, ça se fait à main, pas à la machine. La couture, on la fait à la main. Ça, c'est berbère. Les motifs là aussi, c'est des motifs berbères. On fait toujours à la main. D'accord. Okay, ça, c'est berbère. Bravo, monsieur. Merci. 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 Ça va, c'est cool. Alhamdulillah. Ça va, ça va. D'ailleurs. Alhamdulillah. Moi, j'aime bien les architectes. Je les respecte parce qu'ils ont un diplôme. Hein? Mais encore. J'ai eu beaucoup de problèmes avec eux. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les Pourquoi? architectes. C'est parce que vous êtes un personnage qui prend beaucoup d'espace? Sans le vouloir. Sans vouloir. Sans vouloir. Je m'en suis pas rendu compte. Donc Mais quand je disais quelque chose, c'était juste. Et ça dérange. Et ça dérange toujours, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pris pour de l'arrogance? C'est pris peut-être pour de l'arrogance. Oui. Je pense. Je pense. La nouvelle génération de Gadiri, les trentenaires, les quarantenaires, la nouvelle génération, vous connaît ou vous associez à la Médina. Oui. Donc la Médina, est-ce que c'est votre plus grosse œuvre? Oui, fier pour ce que j'ai pu réaliser avec tous mes gosses, là. Là, je suis fier. Pour les murs et tout ça, c'est d'une simplicité. Il n'y a rien de plus simple que de faire ça. Seulement, on ne sait plus le faire. Combien d'années il a fallu pour... J'ai commencé en 92. En 92? Et vous avez fini... En 2007, on a arrêté. 2007, vous avez arrêté. Mais des fois, je travaillais avec 4 maçons, des fois j'en avais 8, des fois j'en avais 12. Et c'était difficile de les former, les artisans? Non, on a encore beaucoup de gens qui peuvent travailler la pierre. La terre, c'était autre chose, parce que j'ai acheté une machine Oui. qui me faisait 8000 pierres, 8000 briques
Non, 5000 briques, pardon, en 8 heures. Et on a construit avec ces briques de terre. Mais ce n'est pas de la terre ordinaire. Il ne faut pas penser qu'on peut faire un mur de terre avec de la terre végétale. Elle ne tient pas. Elle tombe. C'est ce qui s'est passé à Marrakech, dans toutes les fermes à l'extérieur de Marrakech, tout s'est écroulé. Toutes ces clôtures et tout, c'est biada. La terre blanche, celle-là. Ok, c'est la terre blanche qu'il faut travailler. Alors on fait le mur, on peut faire l'enduit, on peut tout faire avec. Les gens d'Agadir connaissent la Médina, mais ils ne vivent pas la Médina. Ils l'ont découvert très tard. Hein. Ouais. Les gens d'Agadir ont découvert la Médina très tard. Maintenant, ça commence à bouger très fort. Vous sentez? Pour les gens d'Agadir, oui. Ils viennent au restaurant. En famille et tout ça, ils aiment Ils beaucoup le viennent en restaurant. famille et tout. Mais au début, non. Je sais pas, ils ont boudé. Jusqu'en 2000, ils ont boudé complètement. Les puristes berbères ne vous ont-ils pas reproché ce mélange de styles à la Médina? Parce que c'est un village berbère, il est montré comme un village berbère, mais on sent qu'il y a votre personnalité, il y a tout votre patrimoine historique, votre histoire, vous êtes italien, on sent tous vos voyages, c'est pas que berbère. Mais berbère c'est quoi? Est-ce que berbère c'est pas un mélange déjà à la base? Alors je vais vous apprendre quelque chose certainement. Les pharaons étaient berbères. C'est prouvé aujourd'hui. Les pharaons étaient berbères. Donc ça ne tient pas debout ces critiques. Mais non. Les berbères, c'est la Méditerranée dans son ensemble. Et qui est passé en Andalousie? Et qui a amené les zéros en Andalousie? C'est les berbères. Donc, alors pourquoi je ne ressemblerai pas à une certaine fenêtre? Elle ne ressemble pas à une fenêtre andalouse. Quel est le problème? Vous avez visité l'île de Las Palmas? Non. Vous avez visité les îles en Méditerranée, les îles espagnoles en Méditerranée? Toutes les constructions sont berbères. Le riad, le tuya au plafond, tout. La seule chose qu'ils ont fait, ils ont fermé la Wassaddar. Oui. Ils l'ont fermé. C'est tout ce qu'ils ont fait, pour pouvoir mettre la cheminée dans le Wassaddar. Mais tout est berbère, même les portes. On me parle de quoi, là? D'un mélange de qui? De quoi? On dit que c'est un peu mexicain, qu'il y a des petites... heureusement. Des petites tendances mexicaines dans ce que vous faites. Et pourquoi? Qui a été avec l'armada espagnole après Christophe Colomb? Qui est parti au Mexique, au Nouveau-Mexique? Les Berbères. Avec qui? Avec l'armada espagnole. Parce que l'armada avait besoin des Berbères constructeurs de bateaux d'Essaouira. Ils les ont pris à Essaouira, ils les ont amenés là-bas. C'est pour ça qu'on trouve l'Arganier. Le Nouveau-Mexique, c'est quoi? Les constructions en terre du Nouveau-Mexique, c'est qui? Ça ressemble beaucoup, oui. Et c'est à nous. Ces colonnes que vous voyez là, elles y sont là-bas. Effectivement. Alors. Donc à tous ces détracteurs, mais, il faut qu'ils revoient leur histoire. Mais il faut qu'ils lisent un petit peu plus. Ça, c'était destiné à... C'est super, on dirait une arène. On dirait une arène, hein. Vous l'avez pensé comme ça? Oui. Vraiment, on dirait une arène, une miniature. Et c'est là où on voit le mélange du berbère. Et là, vous ne pouvez pas me dire que c'est pas du romain, là. C'est du romain, c'est... Oui. On peut pas, là, c'est... Le cachet, il est là. Hein. C'est du coco polyxy. Et les arcatures, ouais, elles sont à nous aussi. Elles sont berbères. C'est magnifique, ce mélange. Mais bien sûr. Si vous avez apporté ce mélange-là, c'est... L'histoire nous le dira. Je pense que l'histoire va reconnaître le travail. Absolument. Est-ce que vous ne pensez pas que cette Médina ne mérite-t-elle pas mieux? Elle avait un chemin pour ça. Elle avait une voie toute tracée. Vous savez, je vais vous donner un seul chiffre. En 2000, le montant de l'année en entrée
Les entrées, je ne parle pas des loyers, des artisans ou quoi. Les entrées. On faisait dans l'année... Parce que j'ai eu continuellement la mafia des taxis d'Agadir qui n'emmenait pas les touristes à la Médina. Ils n'avaient pas le droit. Pour quelle raison? Entre eux, et les combines de chauffeurs de taxi. Les guides d'Agadir non plus. Les faux guides non plus. Personne venait à Agadir. C'était que des accidentés qui arrivaient à l'époque, en 2000, quand j'ai commencé à faire payer l'entrée. En 2007, on faisait 43 000 euros d'entrée par mois, quand ils sont venus me bloquer la Médina. Ils ont arrêté. Pour quelle raison ils vont bloquer la Médina? Ils ont fait un contrôle fiscal à un artisan marocain. On m'a dit, ça, c'est pas de l'artisanat. Et vous devez, monsieur, 9 300 000 dirhams. Donc c'est pour cette raison que la Médina, après ça n'a pas fonctionné. Ben, ça s'est arrêté parce qu'ils ont tout mis ça au tribunal commercial, et le tribunal commercial a fait son travail. Et mis à part ce souci, avec qui est-ce que vous avez eu des aides financières pour faire cette Médina? Comment ça s'est passé, la genèse de la Médina? Comment ça a fonctionné? Pas un sou. C'est-à-dire de personne. Le terrain, on vous l'a octroyé, non? On me l'a loué. On vous l'a loué? Les eaux et forêts. Oui. Ah, donc on vous a loué, donc ça s'est passé comme ça. Vous aviez un rêve, vous voulez aboutir à votre rêve. Et le gouverneur de l'époque, d'ailleurs, quand il m'a signé pour le terrain, qu'il a signé sur le plan, que c'était ma parcelle, oui. Pour les eaux et forêts, le gouverneur, c'était Laroussi, oui. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, monsieur, ne me faites pas rougir. Personne n'y croyait. Une Médina, il m'a dit tout simplement, une Médina, elle existe ou elle n'existe pas, mais on ne peut pas la faire. Elle existe ou elle n'existe pas, ou on ne peut pas la faire. Voilà. Donc vous avez démarré avec ça. Oui. C'est intéressant ce que vous dites parce que moi, quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit, cette Médina, il lui manque l'essentiel. Ça, c'est à titre personnel. Je me suis dit, mais il n'y a pas de gens qui y vivent. Non. Et le fait qu'il n'y ait mais pas de gens... Mais c'est prévu, pour le futur, c'était prévu. Ah voilà, parce que le fait qu'il n'y ait pas de gens qui y vivent, il y a un côté, et ça n'enlève rien, attention, je ne veux pas vous enfoncer, ça n'enlève rien à son côté artistique, c'est très joli. Mais le fait qu'il n'y ait pas des gens qui y vivent, c'est comme si vous mettez dans un corps, vous ne mettez pas les battements du cœur. Mais absolument. Et par rapport à ça, les gens qui la visitent, je parle des Marocains, je ne parle pas des étrangers. Ils se posent des problèmes. Ils se posent des questions, mais c'est pas possible, parce qu'eux, ils savent que Médina, c'est vivant, qu'il y a de la vie, qu'il y a la voisine qui crie parce qu'elle n'a pas eu le thé d'en bas, il y a une vie, il y a des énergies. Et le fait que la Médina, quand on rentre, on sent que c'est comme un homme sans son épouse, il manque quelque chose. Mais absolument. Il manque de l'avoir terminé pour la Médina habitée, parce que les 3 hectares qui restent, c'était la Médina habitée à faire. Voilà. C'est-à-dire tous les rez-de-chaussée en Médina et les étages habités. Donc en quelque sorte, vous avez été amputé de votre chef-d'œuvre. Complètement. C'est-à-dire que vous, dès le départ, vous avez imaginé le concept et tout, et au milieu du chemin, on vous a dit, bon, il faut arrêter là. Il faut arrêter là. Si vous avez la possibilité de faire un appel, qu'est-ce que vous ferez comme appel par rapport à la situation à la Médina? S'il y a quelqu'un qui veut vous aider, vous entendre à travers cette vidéo, cette bouteille à la mer. Un appel? Oui, un appel, quelque chose qui vous permettra de finir votre Médina et de terminer la dernière signature de votre œuvre. Si ce quelqu'un est capable de me donner 2 chefs chantiers avec moi, pour sa sécurité, pour que je puisse apprendre à ces chefs chantiers, le peu de temps qui me reste, je ne sais pas combien de temps, leur enseigner la formule de construction, je lui souhaite de prendre la Médina. Mais s'il me donne, c'est 2 bonhommes. Parce qu'il faut fermer 2 bonhommes.
Donc pour vous, c'est cette transmission que vous voulez pas qu'elle s'efface après votre, J'espère. votre départ. J'espère. Sa Majesté a décidé de retaper tous les Ksars du royaume et toutes les Casbahs du royaume. Il a décidé de retaper tout ça. Mais pour retaper tout ça, il faut du monde. Et les qualifier, pas n'importe quoi. Parce qu'ils ont retapé des Casbahs, on peut voir les vidéos, on peut voir tout ça. C'est scandaleux ce qui se passe. Il faut une certaine méthode de travail. Et aujourd'hui, vous pensez Qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas. Non. Non, malheureusement, non. Et comment voyez-vous aujourd'hui la population d'Agadir, le fait qu'Agadir s'est transformé ces 15 dernières années? Et vous êtes témoin de l'ancien Agadir De la catastrophe. Et du nouveau Agadir. Je suis témoin de la catastrophe. Pour vous, c'est une catastrophe? Bien sûr. Et On a pensé à rien, on a pensé à prendre le moindre mètre carré. On n'a pas pensé aux enfants, on n'a pensé à personne. À personne. Maintenant, on a fait un stade de foot, un nouveau stade de foot, maintenant. Et on l'a mis près des ordures, là, bon, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit. Mais on a tout loupé. Mais Agadir, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer une photo d'Agadir. Et c'est quoi le diagnostic que vous en faites? C'est quoi le problème? Où ça a dégénéré pour que Agadir aujourd'hui soit tant critiqué par les Gadiris? Mais bien sûr, c'est critiqué. Les Gadiris eux-mêmes s'autoflagellent. Mais bien sûr, mais bien sûr. Les Gadiris, c'est pas les Gadiris, c'est le promoteur. C'est pas les Gadiris, c'est le promoteur. C'est le promoteur, c'est l'administration chargée de l'urbanisme et tout ça, qui font n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des quartiers, vous rentrez dans le quartier, vous ne pouvez plus en sortir. Ah, effectivement. Expliquez-moi comment c'est possible. Comment c'est possible? C'est le promoteur et c'est l'administration chargée de l'affaire qui est en tort, complètement. Il y a eu une idée folle là, au-dessus de la montagne. Là. Il devait faire un centre d'animation fabuleux. À Galande. Oui. Pourquoi on bloque ce bonhomme? Pour une zone sismique? Mais c'est du bluff, la zone sismique. Il ne s'est rien passé à Agadir. Il s'est placé une explosion souterraine. Je vous l'explique. Vous êtes prêts à écouter ça? Je sais pas si... Moi, je suis prêt. Je ne sais pas si les téléspectateurs, ils sont prêts. Tant pis pour eux. On va leur expliquer l'histoire d'Agadir. La mer Agadir s'est retirée. Pourquoi elle s'est retirée? Parce qu'une fameuse grotte au large s'effondre. Et cette grotte, elle est reliée jusqu'à Ida Outanan, Imouzer Ida Outanan, par des canaux. C'est l'alimentation des eaux d'Ida Outanan. Et ce canal était bouché à Agadir. La terre est montée d'1,20 m, elle est retombée. 6 secondes. Il n'y a pas eu de tremblement de terre à Agadir, il y a eu une explosion souterraine. Ok? Ça, c'est votre diagnostic. Oui. Bien sûr que ça a bougé pendant un mois. Parce que la terre, quand elle est montée d'1,20 m, elle redescend doucement, doucement. Tac, 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 tac. Tout se remet en place. Il n'y a pas eu de tremblement de terre à Agadir. C'est une explosion souterraine. Qu'est-ce qu'il faudrait à Agadir pour que la ville ait un attrait positif? Agadir, ça a failli être... moi, je pensais même à une époque que ça allait devenir la capitale du royaume. Personne n'en voulait d'Agadir et là vous me dites que ça aurait pu être la capitale du royaume. À un moment donné, oui. Quelle période? Ça a failli. Quelle période? Quand Sa Majesté Hassan II a décidé de faire le palais. Déjà, il y avait des bruits. Et il a été vraiment dégoûté de la ville, quoi. Il faut le dire. Déjà, lui, Sa Majesté. Hassan II. Et ensuite, Mohamed VI pensait régler le problème et
il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. Pourquoi? C'est quoi qui... Ben, toujours le même problème. C'était un petit groupe qui gérait tout. Et qui voulait tout récupérer. Un petit groupe, une poignée. Hein. Ah ouais, ils sont... Maintenant, ils sont mal. Hein. Ils sont forts à la... Oui, ils Pour étaient tout. très forts, oui. Ils ont peur de rien. L'impunité. Comment ce petit groupe aujourd'hui a fait tant de terreur et en plus on n'arrive même pas à le définir, c'est-à-dire qu'il travaille dans l'ombre. Mais bien sûr. Et vous pensez que c'est ces personnes-là qui ont détruit la ville. Ça a détruit la ville. Le hall d'inclusive l'a enrichi. Voilà. Il y avait tous les ingrédients pour. Tous les restaurants ferment, tout le monde ferme, tout le monde s'en va. On fait quoi là? On fait quoi quand une ville comme Marrakech, on ne sait plus où mettre le monde? On ne sait plus où les mettre. On ne sait plus trouver des terrains pour construire des riads. Mais Marrakech, c'est un monde fou. Est-ce qu'il n'est pas devenu un peu trop fou, Marrakech? Non, il faut laisser comme ça. C'est fabuleux. C'est fabuleux, ça va continuer. Il faut créer des îlots maintenant. Il faut se calmer à Marrakech et commencer à créer des îlots. Et le Maroc est un désert. On a toute la place qu'il faut pour créer des îlots intelligents. Quel est le déclencheur qui pourrait amener la destination Agadir vers le haut? Arracher les racines des faux arbres. C'est-à-dire? On a arraché l'arbre, on a coupé l'arbre, mais on a laissé les racines. Il faut déterrer les racines. Du mal d'Agadir. Et le mal, tout le monde le connaît.